Bon, alors cette présentation, en fait, elle est basée sur un blog post que j'ai posté il y a un mois, ou un truc comme ça, où je expliquais comment on construisait des applications Ruby on Rails avec ActiveAdmin. Et en fait, finalement, la plus grosse partie du blog post, c'était comment est-ce qu'on ajoute des choses dans Ruby on Rails pour que ce soit plus modulaire et facile à tester et tout ça. Donc là, je présente la partie on fait du Enterprise. Mais c'est pas du vrai Enterprise. Les applications Rails classiques, dedans il y a des modèles, des contrôleurs, des vues, des helpers, et puis des Rails tasks. Je crois que j'ai rien oublié. Et puis 30 jours plus tard, ah c'est marrant, tiens, il est... C'est Vim ça? 30 jours plus tard, c'est Vim, ouais. 30 jours plus tard, on se retrouve à avoir des fat models, des fat controllers, des vues qui sont super complexes, des helpers qui partent dans tous les sens, et puis des Rails tasks aussi qui sont énormes avec plein de trucs bizarres dedans, et les Rails tasks généralement sont pas testés, donc c'est quand on déploie qu'on se rend compte que ça pète. Si tu arrives 3 ans plus tard, tu perds tes cheveux. Et tu dois faire des gemmes qui font du UML pour pouvoir t'en sortir. T'imagines le truc? Alors, dans les années 2000, ce qu'on disait, c'est ouais, en fait, ce que vous faites des contrôleurs qui sont super thin, dans lesquels vous faites rien, parce que c'est chiant de tester les contrôleurs, et vous faites des modèles qui sont fat. Ça va être super chiant cette histoire. Et donc, quand on suivait ces conseils, on disait bon bah ok, ce que je vais faire un contrôleur qui est super fin, genre quand je crée un nouvel utilisateur par mon contrôleur, je vais juste appeler une méthode, user.create, et puis c'est le modèle qui va s'occuper de tout faire. Et là on fait typiquement ce que Jean-Michel adore, c'est-à-dire qu'on va mettre plein de callbacks dans tous les sens. Donc dès que je crée mon utilisateur, je vais créer un nouveau compte, et puis je vais lui envoyer un welcome email, et puis je vais updater un user count, et puis je vais faire ding, un ring the bell, et je vais tweeter, et je vais faire plein de choses. Ça c'est ce que Jean-Michel déteste. Et qu'après on vous a dit que justement fallait pas trop faire, donc ouais. Vous vous retrouvez donc avec des callbacks dans tous les sens, ça fait que c'est vachement dur par exemple de tester votre modèle utilisateur. Dès que vous créez un utilisateur dans la base, vous vous retrouvez parce qu'il y a des emails qui sont envoyés, des tweets qui sont envoyés, parce qu'il y a la cloche qui sonne, et c'est super chiant à tester. Et puis le Single Responsibility Principle, on se met plus ou moins au cul quand on fait ça. Donc l'idée, c'était de se dire que tout ce qu'on a mis là avec des callbacks, on peut se dire que c'est de la business logic. Donc il n'y a pas de raison que ce soit dans des callbacks et tout ça. On pourrait mettre tout ça dans une méthode. Donc on va rajouter sur notre modèle user, on va mettre une jolie méthode qu'on va appeler signup et qui va s'occuper de faire tout ça. Ce qui est plutôt pratique vu que quand on va tester, on va pouvoir par exemple juste créer un utilisateur et ça ne va pas envoyer d'email, ça va être magique. Et on va pouvoir tester juste la méthode signup et bien vérifier qu'elle crée un utilisateur, qu'elle envoie un email, etc. etc. Ça, c'est ce que je faisais il y a 2 ans. On pourrait se dire que très simplement, cette méthode, vu que sur le modèle, on définit une méthode qui contient juste de la logique business, on pourrait la mettre dans un service. Donc définir une nouvelle classe qui va s'appeler, qu'on va mettre dans un dossier qui s'appelle Services, qui va s'appeler le User Signup Service. Et cette classe va juste s'occuper de faire un sign-up pour l'utilisateur. Sur les applications sur lesquelles je bosse maintenant, quasiment toute la logique business, entre guillemets, va dans les services. Et je pense que la majorité du code qu'on a, c'est les services qui grossissent. Ça, c'est la manière très basique de faire un service, c'est genre faire juste une méthode singleton. Vous allez mettre votre singleton, comme ça ou... Parce que c'est une méthode sur la classe. Ouais. Et que depuis ton contrôleur, tu peux dire ah c'est plus cool de faire user signup service.signup Ça sert à rien d'initialiser un et passer le paramètre. Juste pour être joli, d'accord. Juste pour être joli. Mais souvent on va se retrouver avec des méthodes relativement énormes quand le service fait des trucs assez complexes. On va se retrouver avec une méthode signup qui va faire plusieurs lignes, ce qui peut être cool. Donc je sais qu'un pattern que je suis assez souvent, c'est finalement que la méthode signup singleton, elle crée un nouveau service et qu'elle appelle signup dessus, ce qui permet derrière de pouvoir répartir toute sa business logic sur plusieurs méthodes, en ayant des méthodes protected, en ayant des instances, des variables d'instances qu'on va pouvoir réutiliser dans le code. Ce qui fait que donc, je pense que la majorité de mes services ressemblent à ça. Alors il n'y a pas de gen qui font des services, mais c'est juste du Ruby très simple et pour mettre votre logic business dans les services, et ce qui vous permet ces services de les appeler autant depuis une tâche rake que depuis un contrôleur ou n'importe quoi. Ah ouais. Est-ce que vous êtes familier avec le struct.new params machin chouette? Pas vraiment, pas tout. Ok. Quand vous faites ça, en fait, c'est plus ou moins l'équivalent que de faire Oh, ça va vite. on va dire une simple classe dans laquelle vous allez avoir un attribute reader qui va s'appeler params
Et un initializer qui prend comme paramètre params et qui affecte params à ça. Voilà, c'est équivalent en fait. Donc ça fait un peu de syntactic sugar. C'est pratique quand vous avez des services qui s'initialisent avec genre l'utilisateur courant, plus des paramètres, plus autre chose. Est-ce que tu peux passer une collection, une liste de oui, constructeurs? Si tu veux, tu peux dire ici, je veux, genre je prends un utilisateur, ben, ça n'a pas trop de sens, mais souvent tu vas passer ton current user, et puis des paramètres, et c'est l'équivalent de déclarer ça. Ok. Oh. Il m'a tué. Voilà. J'ai une question. Dis-moi. C'est le params, il est à droite de user, alors que dans initialize, il est à gauche. C'est juste parce que je suis planté. Bon, je me suis planté là-haut. Parce que des fois que param devait toujours être le premier paramètre. Non, disons que en vrai c'est comme ça. Ok. Donc les services classiques comme je l'ai fait à la maison. Mais la présentation est courte, le but c'est d'en discuter en fait ensuite pour voir ce que vous en pensez, comment vous pensez qu'il faudrait faire en vrai et tout ça. Étape suivante, rajouter au bordel des decorators. Quand sur un modèle, très souvent vous avez des jolies petites méthodes comme ça. Genre j'ai un modèle qui s'appelle user et puis je peux lui demander son full name, son age et également son age inward. Ça également on peut se dire que ça n'a rien à faire sur le modèle. Donc on peut le mettre. À une époque on mettait ça dans des helpers. Donc on allait définir des helpers qui allaient tous prendre un utilisateur et aller vous renvoyer ce qui va bien. Donc, je sais qu'à une époque c'était comme ça qu'on pouvait décorer entre guillemets des classes et être sûr que ça restait que au niveau de la vue. Mais bon, c'était un peu le bordel et on peut se retrouver avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de helpers. Et ce qui a été lancé finalement il y a quelques années, c'est les décorateurs, donc comme Draper qui est un gemme qui fait ça, et qui donc va pouvoir vous permettre de séparer finalement tout ce qui décore le modèle des méthodes qu'il y a réellement sur un modèle. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous sont familiers avec ça ou pas. Parce que c'était un gem qui était quand même pas mal utilisé. Donc en gros, vous pouvez juste définir que sur cette classe-là, vous définissez les méthodes pour décorer un utilisateur. Et pour l'utiliser en fait plus loin, vous allez juste sur votre modèle utilisateur appelé decorate et vous vous retrouvez finalement avec le même objet mais avec ces méthodes qui sont définies en plus dessus. Donc ça permet encore une fois d'enlever des trucs du modèle. C'est-à-dire qu'on pourrait faire ça sur des users, mais on pourrait faire ça aussi sur d'autres full name. Sur n'importe quel modèle. Sur n'importe quel modèle, juste en disant decorate. Ouais. Et ton décorateur, tu peux mettre du HTML, ça enfin, si tu veux, tu peux. Ouais, c'est la bonne pratique. Ouais. Si on veut en mettre, on peut mettre là-dedans. Ouais. Ça, je le conseillerais pas. Mais, non, mais le but, mais tu pourrais si tu voulais. Qui va mettre en forme, je sais pas moi, full name, mais on va mettre le nom en gras. Ouais. Bah, ça, d'habitude, tu fais dans un helper. Et là, tu peux faire ça. Ouais, ça dépend comment tu utilises tes décorateurs. Généralement, moi, mes décorateurs, j'utilise toujours à un niveau, en dehors de la vue. Ouais, bien sûr. Ouais, mais... Donc je pars du principe qu'il n'y a pas de HTML dedans. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, tu peux avoir ça, donc tu pourrais utiliser des partials pour un partial auquel tu passes un utilisateur et qui va justement avoir le code HTML qui va bien. Ou un helper. Mais donc tu peux mettre, si tu as envie, du code HTML dedans et ça fonctionne. Un autre sorte de pattern, mais qui finalement je me rends compte pour moi est un peu le pattern fourre-tout, c'est les présenteurs. Donc dès que je dois construire des genres d'activity stream, donc genre une dernière opération qu'a fait un utilisateur et que je vais donc aller taper dans différents modèles pour voir ce qu'il a fait, ou quand je vais devoir construire une array avec pour une librairie qui fait des graphes par exemple, où là encore je vais devoir agréger les données ou choses comme ça, je mets ça dans un présenteur. Ça a généralement plus ou moins la même gueule qu'un service. Et très souvent ça va juste ressembler comme ça avec juste encore une fois une méthode et dedans il y a tout le bordel de mouliner toutes ces données pour finalement avoir un truc en sortie. Et un présenteur il interagit avec un contrôleur? Pas ici, pas forcément dans ce cas là, mais il pourrait. Mais j'appelle ça un présenteur, mais peut-être que c'est pas du tout le pattern présenteur.
Donc peut-être que c'est pas du tout le nom qu'il faut. Mais j'aime le différencier des services dans l'idée qu'un service va faire des choses et modifier les données, alors qu'un présenteur va juste présenter des données. Il fait du HTML, excuse-moi si tu l'as dit pas. Le présenteur, généralement, non. Et c'est derrière la vue qui va utiliser les données du présenteur pour générer du HTML ou du XML ou autre chose. Du coup, j'ai fermé mon écran, je t'ai pas écouté en entier. La différence avec le décorateur? Le décorateur, ça va être sur un modèle. Ouais. Genre, j'ai tel objet et je vais avoir des méthodes qui le décorent. Le présenteur, bon là, c'est juste activité. Présenteur, c'est un service de lecture. Un service de lecture, t'appelles ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un très bon post de FaultBot sur la différence avec Decorator, Presenter et il y en a un troisième, Proxy ou whatever. Et c'est vrai que même en l'ayant lu plusieurs fois, c'est des abstractions qui sont proches et qui peuvent donc donner lieu à des différentes interprétations, mais après c'est... Complètement. Même au niveau des services, j'avais vu un autre post où il parlait de 3 types de services différents. Il y a les services qui vont seulement taper dans votre base. Il y a les services qui vont vous permettre par exemple de, je sais pas, d'appeler une API externe, genre faire un paiement par carte de crédit. Et le troisième, je sais plus. Et donc comme ça, ils avaient 3 sous-types de services, chacun faisant un truc bien défini. Et ils n'allaient pas avoir le même service qui allait à la fois taper dans la base plus appeler une API externe. Et dans l'idée, vous pouvez aussi avoir des services qui font appel à d'autres services. Du coup, tu as un paquet de classes. Du coup, tu as un paquet de classes. Et est-ce que ça facilite vraiment la lecture quand tu retrouves le code, ton code? Quand je retrouve mon code, ouais. Toi, mais ou quand quelqu'un va relire ton code, est-ce que c'est... Les retours que j'ai eu jusqu'à présent, c'est « Oh, c'est cool ». Et rajouter une fonctionnalité, c'est facile, et etc. séquence en tant que tu es. Ouais, un diagramme de séquence. Ouais. Est-ce que ça va pas faire aussi des... Tu fais plus de fat modèles, mais tu vas faire des fat services, tu vas faire des... Pas vraiment, parce que vu que tu as des services qui appellent d'autres services, par exemple, on va dire que tu envoies un email de n'importe une newsletter, tu vas avoir un service auquel tu passes un utilisateur qui lui envoie sa newsletter, et tu vas faire un autre service qui lui envoie les newsletters à tout le monde, et qui lui va itérer sur chaque utilisateur et appeler l'autre service. Et donc cette séparation en plein de petites classes qui chacune font finalement qu'une chose, single responsibility principle, fait que c'est relativement facile à tester à mon goût en tout cas. Nous, il y a un autre truc qu'on fait pas mal, c'est on a des objets formes. Parce qu'on a souvent des formulaires qui sortent un petit peu du modèle, soit parce que dans le même formulaire, tu fais appel à 2 modèles et c'est dans le même formulaire parce qu'au niveau de l'interface utilisateur, c'est rassemblé. Ouais. Et soit parce que justement, on a des trucs, une validation ou quoi que ce soit. Et du coup, on a des objets de type forme qui contiennent notre formulaire mais qui ne sont pas du tout reliés à notre objet Active Record. Okay. Et qui c'est des active modèles ou pas? C'est des active modèles avec des validations absolument. Et avec des et erreurs. du coup, on définit juste la méthode save dessus, donc on l'utilise exactement comme un modèle Active Record. Ouais. Et sauf que dedans, ça fait. Mais du coup, c'est un service en fait. Moi j'appelle ça un service, mais ça peut être une bonne idée d'appeler ça un form. Quand je bossais à Versap, on appelait ça des présenteurs. Donc nos formulaires, on leur filait des présenteurs. Les présenteurs derrière avaient la méthode save qui était. Il y a une question, Damien. Tes objets formes, du coup, comme c'est des active modèles, tu peux les réutiliser avec des plugins comme SimpleForm pour les présentations? Oui, absolument. En fait, tu as toujours une API en de fait, base à implémenter, genre persistive. C'est ça. En gros, il faut pas forcément persistive. Pour SimpleForm, il a besoin de que ce soit, même pas que ce soit un active model, il a surtout besoin d'un model name. Model name, c'est ce qui permet à Rails de déterminer l'URL qui correspond par rapport à un modèle. Et du coup, en gros, on lui termine model name. Généralement, on alias ça sur le model name d'un autre objet Active Record. Et puis ça suffit à SimpleForm. Next. Ah, une tâche rake. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça m'a pété d'écrire une tâche rake comme je les déteste et j'en ai écrit. Qui fait rien. La tâche rake qui va bien, qui généralement on se dit ouais mais c'est bon, ça va jamais péter, et puis une fois que c'est en prod ça pète. Là le truc encore tout simple, c'est soit vous pouvez juste faire un service, soit j'aime bien justement séparer, avoir un truc qui s'appelle tasks, donc faire une classe qui s'appelle task, et qui fait qu'en fait votre tâche rake, tout ce qu'elle va faire c'est, je crois que ce slide est vide, tout ce qu'elle va faire c'est appeler la tâche qui va bien, et derrière votre tâche va faire le travail. Et donc derrière cette tâche-là, elle est extrêmement, enfin cette classe-là est extrêmement facile à tester. Et on peut la réutiliser du coup pour
si tu veux faire une interface graphique qui t'envoie ta newsletter, il passe Par exemple. Ouais. Généralement, la différence que je vais voir entre une tâche et un service, c'est que souvent la tâche, vous voulez que ça log en fait. Vous voulez que ça écrive, bon là je fais des puts, mais sinon dans votre log, vous voulez que ça dise je suis en train d'envoyer les newsletters, etc., etc. Pour que si jamais justement ça pète, vous pouvez regarder dans le log si ça a fonctionné ou pas. Donc souvent il y a une petite différence, mais très souvent les tâches derrière vont utiliser un service tout simplement. Les jobs, là j'ai rien écrit dessus, mais c'est la même chose que ce soit avec delay job ou autre, vous pouvez wrapper vos jobs dans des classes également, et donc vous pouvez tester vos jobs séparément. Donc, en séparant comme ça les responsabilités, on se retrouve à ce que les services contiennent que la business logic, il y a des services peuvent appeler d'autres services, etc., etc. Les décorateurs, c'est juste des méthodes qui décorent les modèles, donc qui rajoutent des choses dessus à partir des données des modèles. Les présenteurs, ça va agréger des données et c'est comme des services en lecture seule, on va dire, des services de lecture. Et le principe des tâches, c'est qu'elles vont juste faire quelque chose comme un service, mais elles vont aussi loguer. Ce qui veut dire donc que finalement, les helpers, tout ce qu'ils font, c'est du HTML, et à la limite, vous pouvez utiliser des partials comme ça. Les contrôleurs, tout ce qu'ils font, s'ils reçoivent une requête, ils appellent le service qui va bien, ou le présenteur qui va bien, et derrière, ils vont juste faire un redirect ou un render. Et vos modèles, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils gèrent la persistance, donc ça, c'est ActiveApport qui fait pour vous, et ensuite, ils contiennent que des validations et des scopes. Et normalement, il n'y a pas de raison qu'ils contiennent autre chose que ça.